L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Aïcha. Bonjour. Une personne qui te connaît depuis longtemps, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? Qui tu es, Aïcha? Aïcha est une personne, je peux dire, très forte et très, très courageuse. Je pense que quelqu'un qui me connaît avant va dire que Aïcha, c'est quelqu'un de souriant, c'est très gentil. C'est tout très, très courageuse et battante. Est-ce que tu peux un peu, si tu es d'accord, un peu raconter ton histoire? Mon histoire, ça a débuté depuis à l'âge de 16 ans, quand j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je viens d'une grande famille de 4 femmes. Mon père avait épousé 4 femmes. Il y en a 2 qui sont décédées. Et lui, il est décédé en 2000, je pense que c'était en 2001 ou 2002 par là. Je ne me rappelle plus trop parce que j'étais trop jeune. Et après son décès, tout allait bien et tout. Ma mère, la rivale de ma mère, elle est partie. Et ma mère est restée dans la cour avec nous et tout, avec mon oncle. On est resté dans la cour, tout allait bien et tout. Jusqu'à l'âge de mes 16 ans, j'étais là et tout, je traînais avec mes copines et tout allait bien et tout. Et tout d'un coup, il y a mon oncle qui est venu dire à ma mère que ta fille, elle a grandi, il faudra qu'on lui trouve un mari, sinon elle va finir par nous désobéir. Elle va faire quelque chose que la société ne va pas aimer, donc il faut qu'on lui donne un mariage. Mais franchement, je ne savais pas que j'étais vraiment sérieux, je ne savais pas que ça allait être quelque chose qui allait me détruire la vie. Je les ai entendus parler, ma mère dit, mais bon, on ne sait pas à qui on va lui donner un mariage, puisqu'il n'y a personne d'abord qui lui a demandé sa main et tout. Et mon oncle, il a dit, oh non, je viens, je vais voir, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Je vois que ma mère m'appelle, me dit, ah, on a eu un homme pour toi. Le monsieur qui fait la boutique devant là-bas, là, dans l'autre quartier, là. Elle m'a demandé, elle a dit le nom, le monsieur, il dit, oui, je le connais. Elle a dit, oui, c'est lui ton mari. Je dis, mais il a déjà 2 femmes. Elle a dit, mais oui, mais on s'en fout. Même s'il a 2 femmes, je dis, mais il a des enfants qui sont plus grands que moi. Le plus important, c'est que tu sois marié avec un homme et que tu sois dans un foyer, quoi. Moi, j'ai essayé de contester, je lui ai dit non, je ne veux pas et tout. Mais je n'avais aucune idée que, après avoir dit que je ne voulais pas, qu'elle allait vraiment faire quelque chose de horrible, en fait. Je lui ai dit tout simplement que je ne voulais pas et que je voulais, moi, à la base, je voulais aller à l'école. Il me disait que non, c'est mieux que tu te maries qu'aller à l'école. De toute façon, une femme, ça ne sert à rien. Ça, il faut seulement que tu vas te marier et voilà, faire des enfants, voilà tout. Un jour, il y a 2 vieilles femmes qui sont venues dans la cour avec mon oncle et tout pour me dire de me lever et de les suivre pour aller au champ. Je n'ai pas compris, j'ai demandé pourquoi. Ils ont dit, ma mère m'a appelé de côté, elle m'a dit non, c'est que le monsieur ne veut pas de toi, il veut qu'on te fasse l'excision. Si tu n'as pas excisé, il ne peut pas te prendre comme épouse parce qu'il est musulman, il faudrait t'exciser, il ne veut pas une femme non excisée. J'ai commencé à pleurer et tout, ben, ils ont vu que je n'étais pas d'accord. Donc mon oncle a demandé à deux garçons de m'attraper en fait, de me ramener en force avec eux. Et c'est comme ça ils m'ont ramené, ils étaient 4 personnes, au nombre de 4 personnes. Il y en a un qui avait attrapé mon bras, l'autre ici, l'autre pied ici, l'autre pied ici. J'étais vraiment au milieu. Et la vieille dame, elle est au milieu avec le petit couteau là. Et ils m'ont excisé. J'ai tellement saigné ce jour-là. Et j'ai failli tomber. Parce que j'avais saigné et j'avais pas assez de force. Disons quand même, j'étais assez maigre. J'avais plus la force et tout. J'ai saigné, saigné, saigné. Ils m'ont donné 6 mois à guérir. Ils ne m'ont pas ramené au hôpital, ils ne m'ont pas fait des soins, ils n'ont rien fait en fait. Ils sont allés en brousse, ils ont coupé quelques herbes et tout. J'essaie de me soigner à la naturelle et tout. Et si je ne guérissais pas, de toute façon, j'allais aller à mon foyer. Pendant les 6 mois-là, je ne me retrouvais pas toujours, j'étais encore faible et tout, mais quand même. Ces jours-là, je me rappelle, je ne me sentais pas trop bien parce que j'ai attrapé une infection. Je ne me sentais pas trop bien et j'avais besoin quand même qu'on m'amène à l'hôpital et ma mère ne voulait pas. Elle disait qu'elle n'avait pas l'argent et que qui allait payer les frais d'hôpital et tout. Et je vois, il y en a 2 grands garçons qui sont venus dans la maison.
Ils sont venus s'asseoir, en fait. Je n'ai pas compris. D'ici, je vais me rendre compte pour dire que là, ils vont faire quelque chose, c'était déjà trop tard. Je me suis retrouvée dans le bras de 2 grands garçons costauds, frappés, ligotés, avec mon oncle devant, l'accord de ma mère, bien sûr, pour aller chez le monsieur. Ils sont allés me déposer chez lui là-bas et tout. Je ne voulais pas. Ils ont dû m'attacher sur le lit pour que je puisse rester. Et bien sûr, le monsieur, il était content et tout. Donc, il venait à l'heure qu'il voulait. Il venait faire ce qu'il veut. Il abusait de moi. Et il sortait et tout. Je suis restée dans ce calvaire pendant 1 an. J'avais ma meilleure amie qui en faisait tout. Elle était vraiment ma meilleure amie. Je la préférais même que ma mère parce que, bon, elle au moins elle me comprenait. Elle savait ce que j'endurais. Elle savait. Arrivé à un certain moment, je refusais de manger et tout. Quand je refusais de manger, le monsieur il appelait ma mère. Non, ta fille, je vais finir par la tuer. Elle refuse de manger, elle refuse que je la touche, elle refuse tout. Si tu ne viens pas la voir, je vais lui faire du mal et tout. Quand il commençait à parler comme ça, elle venait me parler. Bon, moi, je ne voulais pas lui parler à la base. Donc, elle appelait ma meilleure amie, elle lui dit, va parler à ta copine, il faut qu'elle arrête tout ce qu'elle est en train de faire. Il y a des moments où j'étais d'accord parce que j'avais accepté un peu mon sort. Il y a des moments aussi, je me révoltais et je trouvais que ce n'était pas du tout normal. Et il y a des moments aussi, je me disais, bon, de toute façon, il faut accepter et puis ça y est, la vie continue. Il y a des jours où je faisais grève de faim et c'est ma copine qui vient me donner à manger. Donc quand elle vient, elle me dit, non, t'inquiète pas, je te soutiens, je suis en train d'organiser, on va s'enfuir ensemble et tout, mais ne t'inquiète pas. Ma mère est en train de faire le commerce, je vais prendre un peu d'argent d'elle et on va s'enfuir ensemble. Moi, je lui disais, mais comment? Parce que moi, je suis ici, comment je vais faire et tout. Elle a dit non, arrête de te battre avec lui, montre-lui que tu es d'accord, que tu vas rester et tout. Je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a des jours quand même parce que j'étais fatiguée. Disons, dans tout ça, quand même, je suis tombée enceinte 2 fois. La fête de me battre, de me taper sur le ventre. Une fois, j'étais enceinte et tout, il m'a tellement tapé que je suis tombée malade. Tellement gravement malade que je ne pourrais même pas faire quoi que ce soit. Et je n'ai pas reçu les soins et tout. J'ai encore ces mêmes séquelles-là qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je n'ai pas ma santé en place. J'ai un mot de ventre terrible, j'ai une tumeur que j'ai développée au niveau du ventre qui est insupportable. Il y a des jours où je ne peux même pas me tenir à pied. Il y a des jours où je ne fais qu'aller aux toilettes. Il y a des jours, franchement, c'est quelque chose de fort. Dans ça, un jour, il est venu là, le soir, il m'a frappé parce que, vu que moi j'étais jeune et puis en plus je ne connaissais pas un garçon et tout, la situation l'arrangeait, il était content de la situation en fait. Donc il ne voulait même plus les autres épouses, il venait que seulement de chez moi parce que les autres aussi n'avaient pas les mots à dire parce qu'il le frappait aussi. Donc ce jour-là, il est venu, il m'a tellement porté main et tout, moi je me suis révoltée, je ne voulais rien savoir, il m'a attaché encore plus et j'ai fait grève de faim. Là, ma copine est venue me voir. Quand elle est venue, elle m'est venue avec un bout de petit bout de lame là. Il y a un petit lame qui a deux faces. Elle est venue avec ça, elle m'a donné. Elle m'a dit, attrape ça, cache ça bien. Demain soir, à partir de 18h, quand il va aller à la mosquée, tu essaies de te détacher et tu me trouveras dans tel endroit. On va s'enfuir ensemble. Ce soir-là, quand j'avais compris qu'il était parti à la mosquée parce qu'il est venu me dire, je pars à la mosquée, je reviens, il faut t'apprêter. Hein. Et j'avais compris qu'il était parti à la mosquée. Je me suis détachée, je me suis enfuie. Ces 2 femmes, elles étaient là, elles étaient dans la cour, mais elles ne voulaient pas se mêler pour ne pas avoir des problèmes. Elles aussi, quoi. Quel courage tu as. Ouais. Quel courage tu as. Là, on s'enfuit pour le Mali. Ma copine, elle avait un peu géré un peu avec les gens qui devraient nous aider et tout. Parce que quand même, on avait pris, moi, j'ai fait 1 an d'incarcération. Et elle, pendant 1 an, elle était là à chercher des solutions et tout. Après avoir arrivé au Mali, on a emprunté une voiture là-bas. Il y avait un monsieur, à l'aide d'un monsieur, qui normalement qui devrait nous envoyer vers Libye pour qu'on puisse traverser la Méditerranée et tout, parce qu'on savait qu'en Afrique, on n'était pas épargné.
C'est comme ça, quand on arrive au Mali, il y a un monsieur qui nous a aidés pour nous envoyer en Algérie en voiture. Donc, il y en avait un autre encore qui devrait nous prendre de l'Algérie pour nous envoyer en Libye. Et ce monsieur qui devait nous emmener en Libye et tout, ce qui était malheur pour nous, c'est il avait déjà organisé avec les narcotrafiquants des Libyens. Nous, on ne savait pas, on était quelques nombre de jeunes filles et tout, parce disons quand même, on a rencontré d'autres au Mali là-bas qu'on devrait cheminer ensemble. Quel âge tu avais? Moi, en ce moment, j'avais entre 16 ans, 17 ans. J'essaie de me retenir pour ne pas pleurer. Tu as le droit de pleurer. J'ai les larmes aux yeux quand je t'écoute aussi, tu vois. J'essaie de me retenir et tout pour ne pas gâter l'interview et tout. Non, je t'ai trouvé. Il faut que je sois un peu... Franchement, c'est incroyable. Tu vois, je te pose aucune question parce que je te laisse dire tout ce que tu as envie de raconter et je t'assure que je suis très admirative de ta force. Ouais. Vraiment. Bah. Ça va aller. Et si tu veux, on fait une pause aussi. Non, ça va, je vais essayer, ça va. Donc, quand on arrivait en Libye, on arrivait le soir. Le monsieur nous a dit, arrêtez-vous ici, le monsieur, il y a 2 personnes qui vont venir vous chercher et tout. Ce soir-là, vous allez bouger. On va vous lancer sur la mer, vous allez aller en Italie et tout. Vous allez vous échapper, en fait. À nos grandes surprises, c'est des gens qui sont venus en pleine armée. Ils étaient armés jusqu'aux dents, en fait. On ne pouvait rien faire, les mecs costauds, les rebelles avec les costumes de militaires. C'était tellement effrayant et tout. Mais on ne comprenait rien. Qu'est-ce qui se passe là? On essayait de mener le monsieur. Il a dit non, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça ici. Bon, nous, on ne connaît pas, on était totalement. On était jeunes, on était un peu des mineurs, on peut dire. Bien sûr. On ne sait rien en plus pour quelqu'un qui n'était pas en ville, qui n'a pas fréquenté. De toute façon, vous êtes des victimes de la cruauté de l'homme qui sont complètement... On s'est retrouvés vendus aux gens qu'on ne connaissait pas, qui n'avaient rien à foutre de l'être humain, qui n'avaient rien à foutre, surtout. Qu'être noir, c'est du bétail, en fait. Que tu sois femme ou... On s'est retrouvés dans la main des gens cruels, des gens qui assassinent les gens devant toi. Parce que la personne essaie de contester, on lui met une balle devant toi. Et c'était un truc de fou. Là, on s'est retrouvés vendus, abusés, tachés, les jambes en l'air. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ah non, c'était horrible. C'était quelque chose de très, 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 très effrayant. On ne savait plus ce qu'on va faire. C'est-à-dire, je ne savais même plus qu'on allait vivre. On est resté là-bas en Cassel pendant 1 année. Parce qu'on n'avait personne à qui appeler pour faire secours. On n'avait personne aussi, on ne connaissait personne là-bas qui allait nous venir en aide. Ils disent quand même qu'on était livrés à nous. Et ceux qu'on connaissait en cours de route étaient déjà décédés parce qu'on les avait assassinés. Et il y en a d'autres qui sont tombés malades, qui n'ont pas pu survivre. Et il y en a d'autres qui ont tellement abusé et tout. Comment tu survis? Comment qu'est-ce que tu te rends compte la force incroyable que tu as à l'intérieur de toi? Ouais. Qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce que tu avais dans le bide et tu disais, je vais m'en sortir? Où tu es allé chercher cette force incroyable? Bon, tu sais, quand le mal est profond arrivé, c'était un moment où tu ne sens plus rien. Ouais. Quand le mal est profond à un degré, arrivé à un certain moment, tu ne sens plus rien pour la vie. Tu ne sens plus rien, tu te dis que bon, c'est fini. Vaut mieux que je me laisse faire. De toute façon, il n'y a pas un autre échappatoire et c'est comme ça. Une certaine forme de fatalité, quelque part, c'est ça? Oui. Quand on arrive à perdre l'espoir, c'est quelque chose, bon, on n'a plus de ressentir. On ne ressent plus rien. C'est-à-dire, moi, j'étais blessée partout, j'étais carrément blessée, mais bon, mes blessures, ça m'importe un peu et tout, parce que, disons, en vrai, la vie, je n'ai pas vu le bon côté de la vie et tout. Mais un côté me disait aussi, c'est que prendre le courage, après, si les autres sont morts au début, que toi, tu es resté, c'est que tu as une chance de vivre. Mais en même temps, moi-même, à la base, je ne voulais plus vivre parce que ça me disait plus grande chose. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait courage, forte, sois restée forte, forte, prends le courage.
Même parfois, quand je me mets à pleurer, il y a quelque chose qui me dit non, tu ne vas pas mourir. Mais bon, j'essaie de rester possible, positif dans la tête et tout. Je dis quand même que j'étais resté quelqu'un de calme, qui ne voulait pas parler et tout, qui était resté fermé et tout. Moi, je ne faisais qu'obéir. Quand on me dit passe ici, je passe. Je disais à ma copine, ne fais pas de bruit, c'est tout. Ne discute pas, c'est tout. Ne les regarde pas, c'est tout. Quand je te parle, obéis et tu passes à autre chose. Comme ça, on a une chance de vivre. C'est la survie. Hein. Parce qu'ici, des stratagèmes pour survivre. Ouais, avec les parents, on n'a pas réussi à s'en sortir. C'est pas avec des inconnus qui vont avoir pitié. Ça ne sert à rien de se faire pitié et tout. Cherche à les obéir et puis ça va. Comment tu expliques par rapport à ta famille? Est-ce que c'est en lien avec les poids des traditions et qu'ils ne veulent pas changer? Comment tu expliques leur manière de voir leurs propres enfants? Oui, je pense qu'ils ont interprété mal la religion. Ah ouais. Ils ont interprété très mal la religion. Ils n'ont pas connaissance de la religion. Ils n'ont pas connaissance de la religion, ils n'ont pas aussi cherché à comprendre. Et ils interprètent la religion selon ce qu'ils entendent, selon ce qu'ils expliquent. Ils ne sont peut-être pas allés à l'école non plus? Oui, disons, il y a un manque de connaissances aussi. Oui, il y a un manque de connaissances. Surtout, ma mère, c'était un manque de connaissances. Elle, pour elle, elle a connu que ça aussi. Oui. Elle a connu que ça, qu'elle était jeune. Donc, pour elle, il n'y avait pas une autre façon de le faire aussi. Bon, pour elle, c'était normal parce qu'elle se disait que c'est la religion qui demande ça. Donc, pour elle, elle l'a tellement bien fait et pas fini, elle fait du mal à son enfant. Tu vois, pour elle, c'est l'image. Qu'est-ce que les voisins diront et tout. Qu'est-ce que le village diront et tout. Et c'est mon enfant qui est devenu ci, qui est devenu ça. La religion ne va pas me le permettre. Quand je vais mourir demain, peut-être que je vais aller en enfer et tout. Une forme de peur quand même. Hein. Exactement. Ils ont pris cette histoire d'enfer pour... Voilà, l'enfer cautionne quand même Exactement. beaucoup de choses. Hein. Oui, ils ne sont pas encore morts, mais ils se préoccupent plus de ce qui, quand ils vont mourir, et que de construire la réalité pour les enfants et que d'aider les enfants à évoluer. Ils sont plus focalisés que sur la mort et pourtant ils ne veulent pas mourir. C'est bizarre. Ouais, et puis c'est surtout le vivant qui est important. Après, on n'en sait rien finalement, parce qu'en fonction de chaque croyance, on n'en sait rien. Donc le réel, c'est maintenant, c'est là, c'est ce qu'on peut percevoir en tout cas. D'avoir resté là-bas, un jour, il y en avait un monsieur qui était parmi eux et tout, qui est venu et tout, qui a dit, oh, moi je vous libère, ça y est, c'est bon, on est fatigué. Vous avez trop duré ici, il y a des nouvelles telles qui vont arriver. Tout comme ça, il nous a ramassés. Il nous a mis dans le gros camion, il nous a versé dans le désert de Tunisie. On a fait 2 jours de désert. On a marché, on n'avait pas à boire ni manger. C'était sûr, il y en a d'autres encore qui sont restés là-bas parce qu'ils n'avaient pas de force. On avait les pieds déchirés, les genoux coupés par les trucs. Il faisait plus de 50 degrés et tout. C'était quelque chose de fou. Au bout de 2 jours de marche quand même, on a fini par tomber sur un monsieur dans son champ d'olives qui est en train de cultiver ses olives et tout. On a expliqué le parcours un peu. Il a décidé de nous prendre de sa petite part parce qu'il avait une maison là-bas au village et tout, dans son champ d'olives et tout. Quand le moment d'olive arrive, il déménage avec sa famille là-bas. Ils font les olives, après ils rentrent en ville et tout. Donc il nous a pris là-bas à son aide. On travaillait pour lui comme les ouvriers. Il nous payait 30 dinars par jour. Il y a des moments aussi par jour, on ne gagnait pas 30 dinars. Ça dépendait du travail qu'on faisait et tout. Arrivé à certain moment, on lui a demandé si on pouvait aller s'installer en ville. Parce qu'on avait déjà assez fait et tout. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il y avait sa cousine qui avait un appartement en ville. Il a appelé sa cousine et tout. Sa cousine nous a pris là-bas et tout. On louait la maison et tout. Dans sa main, on a cherché du travail, des cafés. Moi, je travaillais dans un café. Ma copine, elle faisait le ménage chez une dame et tout. On est resté là jusqu'en 2023. Je crois que c'était en août 2023, où le président tunisien a fait un communiqué là. Il a fait un communiqué que la communauté noire venait changer, comment on appelle,
La démographie. Et ça a suscité tellement de réactions et la population s'est révoltée. Ce jour-là, ma copine et moi, on était dans la maison et tout allait bien et tout. Et on est, à nos grands surprises, on a reçu une visite d'un homme des jeunes, tellement il nous a marcheté en désordre. Ah oui, moi, mes doigts là, vous voyez là, mes doigts étaient cousés en Italie. J'avais tous ces doigts ouverts comme ça. Celui-ci, je ne les sens plus. Ils sont là, mais je ne les sens pas. Même si quelque chose me coince dessus, je ne sens pas parce que mes doigts étaient broyés complètement. Et là, qu'est-ce qu'on va reçu? On a vu, ils sont rentrés, nous agresser, ils ont pris tout ce qu'on avait, ils ont commencé à nous frapper. Moi, ils m'ont envoyé un coup de machette, j'ai protégé ma tête, ça a pris mes doigts. Ma copine, elle n'a pas eu la chance, elle était machetée dans la tête, elle était machetée presque partout. Elle a tellement saigné. La dame qui m'a sauvée, c'est la cousine, le monsieur qui nous a sauvés en désert, qui est rentré entre nous pour dire non, ne faites pas ça, je la connais, elle est bien et tout. Et ils ont décidé de prendre tout ce qu'on avait, ils m'ont laissé. Ma copine elle était déjà à terre. Elle avait 20 ans, elle était plus âgée que moi. Comment elle s'appelait? Saphora. Saphora. Ouais. Et elle est tombée là. Elle a tellement perdu. Et la cousine a appelé son frère en désert qui travaille au champ d'olive pour venir nous récupérer. D'ici va arriver, elle avait déjà perdu la vie. Et on ne savait pas quoi faire et tout. On a dit creuser un coin dans le désert là-bas, l'enterrer et tout. Et moi, je suis restée, j'avais tellement saigné tout. Mes genoux, mes mains, tout était complètement sang. Ça va? Ça va, ça va. Et là, on a voulu rester chez le monsieur dans les olives. Mais il faut savoir que le président avait... en fait, ils avaient dit, la police avait fait un communiqué à toute personne qu'on attrape un noir chez lui à la maison ou on attrape un noir qu'il a donné, il a loué sa maison. Il a plus de 50 000 dinars d'amende à payer et avec 2 ans de prison. Donc la menace. Là, personne ne voulait garder un noir. Personne. Mais lui, il était reconnaissant par tout ce qu'on avait fait, le bien qu'on avait travaillé pour lui pendant des moments et tout. Il a décidé d'aller en ville et acheter un Zodiac avec petit moteur et tout, avec l'essence. Il nous a dit, je ne sais pas si vous allez survivre dans la mer. Moi, je ne voulais pas vous voir mourir dans mes yeux et je ne voulais pas avoir le courage de vous enterrer. Moi, je vais vous lancer. Si vous avez eu la chance, vous allez rentrer en Italie. Si vous n'avez pas eu la chance, on se verra chez Dieu. Bonne chance à vous. Il avait pitié de nous parce qu'il a dit qu'il avait des enfants et que voir ses enfants dans cette situation-là, sans défense, dans un pays comme ça, c'est horrible. Il n'était pas d'accord, quoi. Mais il n'avait pas le choix parce que c'est le gouvernement. En fait, la police qui était censée nous aider, la police s'est retournée contre nous, qui nous ramassait les mères de famille pour les jeter en désert, qui mouraient, les enfants mouraient en désert. Les familles mouraient en désert. Je ne le dis pas, les faits sont là. Même si vous tapez sur Google, vous allez voir toute la réalité. Tout est là, en fait. Oui, et puis c'est des choses, tu vois, nous, en tout cas, on ne nous en a pas trop parlé, en fait, tout ça. Oui, pourtant, quand tu tapes la Tunisie 2023 et les familles, l'image que tu vas voir, c'est qu'en plus, on t'arrache tout, ton téléphone, et on vous jette là-bas et tout. Il y en a les journalistes qui sont allés dans le désert, qui ont trouvé pas mal de familles qui sont décédées dans le désert et tout. Et ça y est partout sur Internet, ça y est partout. Et donc, tu as pu partir grâce à l'humanité de ce monsieur. Oui, nous, on a fait 2 jours. Tu vois, dans l'histoire, ce monsieur, il a amené son humanité auprès de toi. Oui. Il a été très gentil. Il t'a donné, en fait, un nouveau chemin à travers la mer, c'est ça? Oui. Mais moi, on a fait 2 jours en mer, mais moi, je ne suis pas rentrée consciente en Italie. Je suis pas rentrée. J'étais inconsciente et je ne savais même pas où j'étais. Moi, un hélicoptère m'a secouru en Italie. À mon réveil, j'étais à l'hôpital de Palermo, en Italie. J'avais suivi les opérations partout, sein droite, main droite, les genoux, j'avais reçu opération partout sur ma peau, en fait, je ne savais pas. J'étais bandée de partout, je ne savais pas où j'étais, en fait.
Quand je me suis réveillée, j'ai vu les gens parler une langue bizarre un peu. J'essaie de demander, mais il n'y a personne qui comprenait le français. La langue qu'ils parlaient et tout, j'ai essayé de prendre un mot et j'ai tapé sur Google et tout. Et j'ai compris que c'était l'italien, les gars parlaient tout, qu'on était en Italie. Et tu n'avais pas de, oui, du coup, pas de traducteur, personne? Non, non, non. C'était à l'hôpital, il n'y avait personne qui traduisait, ils ne comprenaient pas français et tout. Donc, je suis restée, j'ai fait 2 mois d'hospitalisation là-bas. J'avais pas d'habits, j'avais rien, j'avais qu'un seul pantalon. Et en gros, se disant quand même, j'avais saigné. J'avais tellement que le choc était fort. Mes menstrues, tout était ménagé, tout était sang partout. Ils ont ramené quelques habits et tout. Ils m'ont dit de choisir quelques tours, j'ai choisi 2. Et je me suis changée. J'ai fait 2 mois là-bas comme ça. Après les 2 mois, ils m'ont envoyé dans un foyer. Et dans le foyer et tout, bon, c'était pas mal, mais je ne comprenais pas français. Ils ne comprenaient pas français, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à m'exprimer. Et la nourriture n'était pas... On mangeait que des pâtes tous les jours. En plus, ce n'était même pas pour les pâtes, mais il y avait des cafards, les souris. C'était pas hygiénique, hein, en tout cas. C'était pas un endroit où on pouvait rester. Moi, donc, quand même, chaque semaine, ils nous donnaient, je crois que c'est quelque chose de 30 euros. Et tout. Moi, encore là, j'ai fait 2 mois de les petits argent qu'on me donnait et tout. J'essaie d'économiser. Il y en avait une dame aussi qui m'a remis un peu. Et je me suis enfuie pour Milan. J'ai pris un billet de car pour Milan. Quand je suis à Milan, en Italie, quand je suis arrivée à Milan, je me suis renseignée la gare de train pour la France et tout. Et ils m'ont montré, j'ai regardé les heures de train et tout. Je me suis lancée dans un train. Je me suis cachée dans les toilettes. 1 minute dans la toilette, 1 minute cachée quelque part jusqu'à ce que je suis arrivée. On m'a laissé à Paris, gare de Lyon. Je suis sortie. J'ai fait au moins quelques jours à la gare là-bas. Je connaissais personne et tout. C'est une dame qui m'a encore aidée là-bas. Elle m'a envoyé chez elle pendant une semaine. Et après, elle m'a envoyé à faire la demande la demande d'asile. Et j'ai fait ma demande. On m'a envoyé déjà à Toulouse. J'ai fait 2 mois dans un hôtel à Toulouse. Et après Toulouse, on m'a envoyé à Perpignan ici. C'est ici que j'ai fait toute mon histoire. C'est ici que j'ai eu mon asile et tout. C'est ici que j'ai eu tous mes documents. Et c'est ici que tu montres la belle personne que tu es. Oui. Hein? Oui. Avant, quand même, je partais dans les écoles pour sensibiliser les jeunes filles, ceux qui se sont enfuis chez eux à la maison, ceux qui ne voulaient plus, oh, mes parents me fatiguent, ceux qui je ne vais plus aller à l'école, j'en ai marre de mes parents et tout. Je partais dans les écoles et tout pour sensibiliser les jeunes filles, pour leur dire que c'est vrai que tu peux avoir des problèmes avec tes parents, mais cela ne doit pas faire de toi une mauvaise personne. Cela ne doit pas, ton vécu dans ton passé ne doit pas faire de toi une mauvaise personne qui va faire le mal parce que tu as eu à traverser les choses. Le contraire, ça doit te rendre plus forte pour pouvoir sauver les autres demain. Ça doit te donner encore la force pour les gens qui pensaient que tu n'allais pas pouvoir t'en sortir. C'était le moment de leur montrer que tu es plus forte que ça. Moi, j'ai vécu plus pire, j'ai vécu plusieurs fois, j'ai failli mourir plusieurs fois. Mais j'ai gardé la foi et par la grâce de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de tellement forte. Je ne peux pas parce qu'il y a des moments où j'ai mes faiblesses aussi. Comme en ce moment-là que je traverse les moments les plus durs aussi par rapport à ma santé. Mais je crois que ce qu'on vive dans la vie, ça doit être une expérience positive, pas négative. Moi, à aucun moment, je vais faire du mal à quelqu'un en fait. À aucun moment, je vais regarder quelqu'un lui faire du mal parce que moi, ils ont eu à me faire du mal dans mon passé. Parce que ce n'est pas ces personnes-là qui m'ont fait mal. Et ceux qui m'ont fait ce mal, je les pardonne parce que j'ai compris que aujourd'hui, par rapport à mon courage, je vaux mieux plus qu'eux. Ah, ça, c'est sûr. Moi, à ma place, je n'aurais pas survécu.
ce que moi j'ai survécu. Et aujourd'hui, par rapport à ma force, je crois que par rapport à ma force et tout, je crois que ce que je peux réussir à faire dans la vie, elle ne peut pas réussir à le faire. Et j'ai compris que c'est parce qu'ils étaient faibles, ils n'avaient pas confiance en eux, qui les amenait à faire ce genre de trucs à quelqu'un qui avait confiance en elle. Oui. Oui, et puis tu es une jeune femme indépendante, avec un grand esprit, intelligente, et ça de tout temps. Ça fait peur. Ça fait peur aux hommes aussi, clairement. Ouais. Et d'autant plus par rapport à tes origines africaines, où il y a quand même le poids des traditions qui sont quand même assez forts aussi, hein, on le disait tout à l'heure, peut-être par rapport aux valeurs, par rapport aux croyances, etc. Donc tu es une femme qui est incroyablement extraordinaire. Donc tu comprends que quand on est extraordinaire, ben, face à soi, malheureusement, on a des gens qui sont cruels. Oui, tu vois. quand même. La cruauté, elle n'a pas sa place, en fait. Hein. Et ce qu'ils t'ont fait subir, c'est... j'ai même pas de mots, en fait, pour dire que c'est des gros salopards. Et ça, je le dis, je suis désolée, mais moi, je peux le dire que c'est des gros salopards, quoi. Tu vois. Oui. Et que c'est, en tout cas, moi, ici en France... dans mon petit confort, tu vois, c'est d'entendre ton histoire, ben déjà, tu vois, ça me bouleverse, tu vois. Oui. Ça me bouleverse. Parce que je t'assure que c'est incroyable ton histoire. C'est plus que... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui vont utiliser des arguments racistes, etc. Parce que tu en as parlé, hein, c'est parce qu'on t'a dit parce que tu étais noire, hein, tu vois. Hein, je me permets de le dire parce que tu l'as employé, hein, ce mot. Oui. Voilà. Mais non, en fait, on est des êtres humains et il n'y a rien à voir avec quelle que soit la couleur de peau ou d'où on vient. On n'a nullement le droit de traiter un autre être, nullement le droit. En fait, la seule erreur qu'on a, je peux dire que en cours de route, tous ces chemins-là que j'ai vécu, la seule erreur que j'ai à faire, c'est d'être née noire. Et si je pouvais changer cela, s'il y avait un arrêt-retour, je crois qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui n'allaient pas se retrouver avec la peau. Mais disons, on est fiers de la peau parce qu'on n'a pas demandé à venir comme ça. Il n'y a aucun enfant qui a demandé à venir comme il est. Mais bon, c'est la nature. Et moi, je crois que ce n'est pas du tout une erreur. Hein. C'est que c'est les humains, malheureusement, depuis la nuit des temps, il faut qu'on cherche. Mais on a comme l'impression que c'est une peau qu'on s'est inventée et que c'était une décision personnelle d'être là comme ça. Et qu'il y a des gens, moi j'ai été crachée dessus, j'étais traitée j'ai même les cicatrices partout dans le corps. Hein. J'ai été crachée dessus, j'ai été appelée dans les mots en arabe que je peux taire et tout. En fait, j'ai tellement vécu ça qu'aujourd'hui, voire même quand je suis en France ici, quand on dit oh, telle personne, il a dit ah, c'est des mots racistes, mais ça ne me dit rien, moi. Moi, j'ai vécu plus pire que ça, moi, ça ne sert à rien. C'est rien, en fait. En fait, j'ai tellement vécu, tellement ces dernières années-là que j'ai tellement traversé, je suis habituée à un point qu'on me traite différemment tellement de ne pas recevoir un amour sincère et tout, qu'on me regarde autrement parce que je suis tant. Et que même quand quelqu'un me rapporte de l'amour, je suis étonnée. J'ai toujours manqué ça, même avec mes proches. J'ai toujours manqué que ce que je faisais plus pour les gens ne le faisaient pas pour moi en fait. Même s'il y a des gens qui devraient faire, disons qu'il y a quelque chose comme ça, on est associé, on doit faire quelque chose. Moi, je dois faire plus pour avoir le même résultat que les autres. J'ai grandi comme ça et j'ai toujours été comme ça jusqu'à présent. Que ce soit n'importe quoi, même si, peu importe ce que je vais faire, il y a toujours les gens. C'est comme si c'était normal de ce que je suis en train de faire. Même si je vais aider quelqu'un, je vais faire tout, je vais être gentil. Mais au point fini, c'est comme si c'était quelque chose de naturel. Mais pourquoi elle veut qu'on lui dise merci pour quelque chose qu'elle a. J'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai tellement pris l'habitude d'être
n'a pas à voir quelqu'un m'encourager, n'a pas à voir quelqu'un me dire tu es ci. Et je suis habituée à ça et je ne m'attendais pas plus de quoi que ce soit de la part de qui que ce soit parce que je ne m'attends pas à plus. Tu sais ce que tu peux faire? Et ce que tu fais déjà, c'est te choisir toi. Tu vois, de vraiment travailler déjà d'aller dans ta santé. Une fois que tu auras, et je te le souhaite profondément, voilà, que tu sois opérée et que ça se passe très bien pour toi. Mais j'en doute pas, parce que vu tout ce que tu nous as présenté, l'incroyable jeune femme que tu es, vraiment, là, une fois que tu seras en bonne santé, je t'assure que toutes les portes vont s'ouvrir pour toi. Merci, Vraiment, j'ai vraiment confiance Merci. pour ça, quoi. Merci. Et ne doute pas, en fait, tu te choisis toi, tu as le droit de te choisir profondément, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord commencer par sa santé, et puis ensuite tu verras, tout va s'ouvrir pour toi. D'accord. Fais confiance en la vie. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous qui m'avez invité ici. Je vous dis un très grand merci de m'avoir écouté, de ne m'avoir pas jugé et tout. Franchement, je vous dis merci beaucoup d'être... cette interview-là, ça m'a permis aussi de me défouler un peu. Ça m'a permis aussi de me... Je sais pas, ça m'a permis aussi d'être moi, pour pouvoir mieux m'expliquer. Au moins, je sais qu'il y a des gens qui m'ont écouté, des gens qui compatissent à ma douleur ici. Merci profondément parce que, tu sais, on n'est pas à ta place. Enfin, moi, je suis pas à ta place. Mais ce que tu viens de me raconter, ça m'émeut profondément. Et je suis vraiment désolée de tout ce qui t'est arrivé, tu vois. Mais de l'autre côté, je vois une jeune femme là, qui a envie de croquer la vie. Oui. Voilà, tu vois, qui a envie de croquer plein de belles choses. Et ça, tu vas le faire, j'en suis profondément certaine. Je peux te faire un câlin? Oui. Tu es d'accord? Oui. Ouais.